chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui voudront le revoir ou le transférer à des collègues, il n'y a aucun problème. Ce sera aussi mis sur notre site Internet. Le déroulement, donc, je vais laisser Annick, bien entendu, présenter son contenu. Par la suite, à la fin, on ouvrira une période de questions. Vous avez accès à vos micros, donc je pense que ça va être plus simple. Là, on est quand même un petit groupe, là, que vous puissiez poser vous-même vos questions directement à Annick. Les caméras sont optionnelles. Si vous voulez les ouvrir, libre à vous. Vous avez le contrôle de ça. Alors, voilà. On a encore des gens qui se connectent. Super. Alors, ben voilà. Écoutez, je vous laisse au bon soin d'Annick. Annick, à ton tour, à toi de jouer. Parfait, merci beaucoup Didier. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Annick Bérubé, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà. Ça marche-tu, ça? OK, c'est bon. Donc, moi, comme Didier, ça fait 15 ans que je suis au groupe Josport Poirier-Penchine, fait que collègue avec Didier depuis tout ce temps-là. Dans le fond, moi, je fais des projets en hygiène industrielle depuis ces 15 ans-là. C'est aussi au niveau des contaminants chimiques, au niveau des contaminants physiques, le bruit et la contrainte thermique. OK, excusez, j'ai cru entendre quelqu'un. Là, j'essaie de... OK, c'est bon. Donc, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de stock que je vais essayer de couvrir. Fait que je vais vous garder ça en dedans de 45 minutes autant que possible, qu'on ait du temps pour les questions après. Fait que l'idée, c'est vraiment un webinaire pour sensibiliser sur ce qui s'en vient cet été, comme tous les étés, donc au niveau de l'exposition des travailleurs à la chaleur. Fait qu'on va regarder les contraintes thermiques, mais vraiment spécifiques à la chaleur et non au froid, parce que c'est pas mal notre réalité qu'on va avoir à partir de la semaine prochaine et plus loin encore. Fait que l'idée, ça serait vraiment de les sensibiliser sur qu'est-ce qu'une contrainte thermique, comment est-ce qu'on peut la reconnaître. Parce que l'objectif, c'est que les travailleurs et les gens les superviseurs et tout le monde soient en mesure de reconnaître la contrainte thermique quand est-ce qu'elle arrive, parce que c'est un risque pour le travailleur, au même titre qu'une exposition à un contaminant chimique ou à de la poussière ou à du bruit. Fait que c'est quelque chose d'assez important. Je vais survoler très rapidement les obligations légales, donc tout ce qui est règlement, etc., en lien avec la contrainte thermique. Donner aussi un aperçu de comment est-ce qu'on évalue une contrainte thermique, donc l'instrumentation et la méthode d'évaluation. Et finalement, parler des contrôles, les moyens de contrôle qu'on peut prendre pour prévenir l'exposition des travailleurs ou aider autant que possible quand il y a une situation de contrainte thermique. On va finir ça avec la prévention qui commence au début du projet. Donc, vraiment, quand on fait une planification d'un projet, à quoi est-ce qu'on devrait penser quand on a une possibilité de contrainte thermique. Alors, qu'est-ce qu'une contrainte thermique? Fait qu'on va commencer par revenir un peu à l'information de base. Comme on a déjà appris au secondaire, l'humain, c'est quelqu'un qui fait de la thermorégulation. C'est un organisme qui est homéotherme, donc qui est capable de maintenir sa température à un niveau avec lequel il est confortable. Fait que c'est entre, mettons, une moyenne de 37 degrés, entre 36,5 et 37,5. La façon qu'on a de gérer cette régulation-là, c'est par différents mécanismes. Par rapport à la chaleur, on aurait le mécanisme d'évacuation de la chaleur par la sueur. Donc, l'idée conçue, c'est dans le fond le corps qui fait en sorte que la chaleur qui est accumulée dans la sueur, ben, dès qu'elle vient, elle s'en va à la surface de la peau et qu'elle vient en contact avec l'air, ben, cette chaleur-là se met à évacuer. Fait que c'est une façon pour notre corps de sortir la chaleur pour diminuer notre température puis nous ramener ça dans notre petit milieu de 37 avec lequel nos organes fonctionnent mieux. Il y a aussi l'augmentation de la circulation sanguine vers la peau. Fait qu'on amène plus de sang vers la peau pour, encore une fois, faire ce transfert de chaleur-là vers l'environnement qui est extérieur à la peau. Puis aussi avoir des adaptations comportementales. Fait que ça peut être, mettons, si on a bien chaud, qu'on diminue notre effort pour avoir moins chaud, qu'on retire des vêtements pour avoir moins chaud. Fait que c'est plusieurs mécanismes comme ça. Fait que dans le fond, l'idée de ces mécanismes-là, c'est de faire en sorte que quand on a une chaleur, quand la température interne de notre corps augmente, ben,
on va essayer de la diminuer pour se sentir mieux. L'idée de la... Excusez, des slides ne se déplacent pas bien vite. OK. Donc, l'idée de la contrainte thermique maintenant, c'est quoi la contrainte thermique? C'est quand notre corps n'est plus capable de maintenir cette régulation-là. Donc, c'est des conditions qui sont imposées au corps, soit par l'environnement externe, soit à l'interne, donc au niveau de la charge de travail du corps, qui vont aller provoquer une augmentation de la chaleur à un point tel que le corps n'est plus capable de s'adapter à cette chaleur-là. Que dans le fond, le gain de chaleur dans le corps, ça crée un déséquilibre, donc un bilan positif de chaleur qui fait en sorte que même nos mécanismes de sueur, de circulation de sang et tout ne sont pas suffisants pour nous refroidir adéquatement. Fait qu'à ce moment-là, on se trouve dans un gain de chaleur, la température interne augmente et là, on peut commencer à avoir des signes, des symptômes d'une contrainte thermique. Le corps, il aime moins ça, disons. Fait que c'est vraiment quand on a un environnement autour de nous qui est très chaud ou encore qu'on a un effort physique qui fait en sorte qu'à l'intérieur, on est très chaud aussi, qui va aller créer cette contrainte-là. La contrainte thermique, il y a vraiment 3 choses qui vont la faire, qui vont avoir le plus d'impact. Je parlais de l'environnement tantôt, l'environnement autour de la personne, la charge de travail, et il y a aussi le concept de l'habillement. Fait qu'au niveau de l'environnement, on pourrait penser que c'est juste la température, puisqu'on parle de canicule et les vagues de chaleur qui s'en viennent. Oui, la température, c'est définitivement un des facteurs qui est très, très important. Donc, température, l'ambiance thermique autour de la personne. Fait que plus il fait chaud, plus notre chaleur interne a une chance d'augmenter. Mais il y a aussi d'autres facteurs de l'environnement qui vont aller impacter ça. Il va y avoir l'humidité. Plus c'est humide à l'extérieur, moins on a tendance à suer. Et si on garde la sueur à l'intérieur de nous, ben notre chaleur, on évacue moins, notre chaleur va augmenter aussi. Il y a la vitesse de l'air, fait qu'à quel point est-ce qu'il y a des vents à l'extérieur ou à quel point est-ce qu'on a une bonne circulation de l'air si c'est à l'intérieur. L'air, ça permet un peu de favoriser le transfert de chaleur de la peau vers l'air qui est autour. Donc, cette circulation-là, ben, ça aide à refroidir la personne au final. Dernier facteur au niveau de l'environnement qui est à considérer, c'est le rayonnement. Fait que ça, c'est un transfert de chaleur sans contact. La plus grosse source de rayonnement qu'on peut connaître qui va créer de la chaleur, c'est le soleil. Mais dans des environnements intérieurs comme des usines et tout ça, on peut aussi avoir des sources de rayonnement comme, mettons, des lampes infrarouges, des choses comme ça, mais ça peut émettre de la chaleur qui fait en sorte que la personne va ressentir va avoir un gain de chaleur à l'intérieur. Fait qu'on a l'environnement, super important à tenir en compte, et ça, c'est une des choses qu'on va évaluer quand on veut aller regarder c'est quoi le risque d'une contrainte thermique d'une certaine situation. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est la charge de travail. Parce qu'il y a la chaleur à l'extérieur, il y a la chaleur à l'intérieur. Fait que n'importe qui fait un effort physique, premièrement, en fait, on a ce qu'on appelle le métabolisme de base. Dans le fond, c'est l'énergie que notre corps a besoin pour fonctionner normalement. Ce fonctionnement-là crée quand même une certaine chaleur à l'intérieur. Mais ce qui va en créer encore plus, c'est l'effort physique, le travail des muscles. Les muscles qui dépensent de l'énergie, ça crée de la chaleur. Normalement, cette chaleur-là, on essaie de l'évacuer aussi. Fait que dans le fond, si on combine ensemble le fait qu'il fait chaud à l'extérieur autour de la personne, il fait faire un effort physique intense, donc il fait chaud à l'intérieur dans le corps aussi, bien ça fait en sorte qu'on augmente vraiment les risques de contrainte thermique. Le dernier facteur, c'est l'habillement. Fait que dans le fond, c'est d'aller créer une couche d'isolation qui nuit au transfert de chaleur entre le corps et l'air autour. Selon le type d'habillement, l'impact va être plus ou moins grand. Pour ceux qui ont déjà porté des couvre-tout jetables en plein milieu de l'été, dans une canicule, ou même de manière normale, en température ambiante normale, vous le savez à quel point, après un certain temps, ça peut vraiment... c'est vraiment 3 facteurs qu'on va tenir en compte dans nos évaluations. Avec une contrainte thermique d'un déséquilibre, on a un déséquilibre de la température du corps, notre température augmente, on n'est pas forcément plus la contrainte thermique est élevée,
moins notre corps a la capacité de gérer ça. Et à un certain point, ben, on a des symptômes qui peuvent commencer à apparaître. Ces symptômes-là, ça peut entraîner des problèmes de santé quand même, qui peuvent quand même aller jusqu'à être assez graves chez la personne, le travailleur. Et ça peut aussi faire des enjeux de santé et de sécurité des enjeux de sécurité pour cette personne-là ou les autres autour, parce que une personne qui est en train d'avoir un malaise peut aussi se retrouver dans une situation où sa sécurité n'est pas bien gérée. Si, mettons, la personne n'est pas est en état de confusion ou quelque chose comme ça. Ce qui est super important à comprendre, c'est, comme je disais, la contrainte thermique, c'est pas juste l'idée de « oh, j'ai un petit peu chaud », là. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps qui fait en sorte que la personne a des vrais symptômes et plus on attend avant de les traiter, plus ils vont augmenter et plus ça peut devenir un cas médical, que c'est vraiment, que ça peut quand même aller assez loin. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les contraintes thermiques, c'est pas comme au niveau des contaminants chimiques, c'est pas nécessairement une moyenne sur 8 heures, ça peut arriver vite. Donc, la chaleur augmente dans le corps, ben, ça peut, en dedans de quelques heures, les symptômes peuvent, puis même des fois plus courts que ça, les symptômes peuvent apparaître vraiment très vite et si on n'agit pas rapidement, ben, ça ne va pas diminuer facilement. Donc, c'est super important pour les travailleurs de les reconnaître et pour ceux qui sont autour, parce que des fois, les travailleurs qui se disent « OK, je me sens pas super bien, mais là, c'est important que je finisse ma job », ils s'obstinent un peu, à un moment donné, peut être bon que quelqu'un autour puisse voir ce que cette personne-là ressent, ce que cette personne-là a l'air de ressentir pour l'aider à arrêter aussi quand c'est le temps. Ici, c'est une belle petite image de l'Institut de recherche en Robert Sauvé en santé et sécurité au travail que j'ai pris. Donc, à gauche, on a les premiers signes de la contrainte thermique par la chaleur. Donc, on se sent, ouf, on a chaud, on se sent étourdi, des vertiges, fatigué. Et au bout d'un certain temps, bien, si cette contrainte-là continue et continue, bien, à ce moment-là, ces symptômes-là peuvent devenir de plus en plus graves. Là, ça peut sembler comme une exagération, ce qu'on voit dans l'image de droite avec la personne qui est en train de faire la danse des canards au milieu de son chantier, mais c'est quand même une façon de montrer à quel point c'est des symptômes qui peuvent quand même être assez importants. Je les présente ici je vais vous en parler très rapidement, sont en ordre de gravité, si on veut. Comme, mettons, ici, on a des contraintes thermiques par la chaleur qui peuvent créer de la fatigue, ce qu'on appelle la fatigue transitoire et des crampes de chaleur. Donc, la fatigue transitoire, c'est vraiment plus pour une personne qui n'est pas encore, que son corps n'est pas encore assez adapté à la chaleur. Donc, quelqu'un qui est peut-être en début de canicule ou quelqu'un qui commence dans une nouvelle job dans laquelle il est exposé à la chaleur. Là. Donc, fait que ça va être cette personne-là va être fatiguée, va avoir l'irritabilité, de l'impatience. Fait que c'est un peu, ça peut sembler comme la personne a chaud, elle se sent pas bien, c'est irritant. Là. Donc, ça, c'est vraiment dans les premiers signes. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'en va dans un endroit frais, puis on laisse la personne se reposer, puis revenir à son état initial. La crampe de chaleur, elle, c'est dû à un déséquilibre des électrolytes dans le corps. Donc, c'est des spasmes musculaires qui, dans le fond, c'est souvent dû au fait que la personne boit de l'eau, mais que cette eau-là n'avait pas forcément d'électrolytes ou de sel dedans. Fait qu'il y a un déséquilibre dans le corps. Puis, c'est des contractions musculaires qui peuvent quand même faire assez mal. Mais c'est relativement bénin. Encore une fois, on se met dans un endroit bien ventilé. On va aller boire, rétablir les électrolytes dans le corps, puis on se sent mieux. Donc ça, c'est deux effets de la contrainte thermique qui sont quand même assez faibles, si on veut. C'est dans les premiers signes. Si la personne continue d'être exposée comme ça, sa chaleur interne augmente, là, on commence à aller vers des symptômes qui sont plus reconnaissables et qui sont plus graves aussi. C'est vraiment important de les reconnaître parce qu'on veut que la personne puisse être amenée à se refroidir rapidement, quitte à devoir prendre des pauses de son travail pour ça. Donc, on a aussi, fait que la prochaine étape, si on veut, c'est
le prochain effet possible, ça serait l'épuisement par la chaleur. Fait que là, on est une coche au-dessus de la fatigue. C'est là que commencent les étourdissements, les vertiges, des maux de tête, faiblesse graduelle, que la personne se sent de moins en moins bien. On voit beaucoup de transpiration excessive. Quand on a chaud, on transpire parce que c'est la façon de notre corps d'évacuer la chaleur. Fait qu'à ce moment-là, quelqu'un qui commence à suer à grosses gouttes, c'est vraiment un signe comme quoi, OK, t'en as peut-être trop, là, ça serait le temps de peut-être te refroidir. Ça peut aller jusqu'à des syncopes, donc des petites pertes de conscience, de quelques secondes à une minute quand la personne est en position debout. Fait que ça aussi, c'est un très, très bon signe de on arrête maintenant puis on va se rafraîchir. Le dernier, et ça là, je vais insister, c'est quand là, c'est vraiment, on est rendu loin, la personne a eu une grande exposition à la chaleur, son corps est absolument plus capable de compenser quoi que ce soit. C'est souvent dû à une ambiance chaude et la combinaison avec le fait que la personne a un effort physique important. Et ça, on devient dans une situation de danger de mort. Ça prend des soins médicaux quand quelqu'un est rendu à cette étape-là, vraiment d'aller du coup de chaleur. Si c'est constaté, à ce moment-là, la première chose à faire, ça va être d'appeler le 911 puis de faire en sorte qu'il y ait un traitement médical très, 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 très rapidement. Plus on attend, plus ça risque de s'aggraver. Fait que le coup de chaleur, c'est vraiment le corps qui est plus capable il est plus capable de suer, il est plus capable d'évacuer cette chaleur-là. Fait qu'on se retrouve avec une grande fatigue, un malaise généralisé, des nausées, des vomissements, de la perte d'équilibre et ce qu'on a vu tantôt, notre danse des canards, la confusion mentale. Fait que si la personne, elle vous parle puis que les propos qu'elle dit ne sont pas cohérents, oh, ça, c'est vraiment pas un bon signe. Il faut définitivement faire de quoi. Fait que c'est super important. À ce point-là, la personne, très possible qu'elle-même ne s'en rende pas compte, mais si vous constatez ça chez un de vos collègues, c'est vraiment très important d'agir à ce moment-là. Fait que tout ça, fait que les effets de santé comme ça vient montrer à quel point la contrainte thermique, mais c'est pas juste j'ai un petit peu chaud ou j'ai un coup de soleil, là, c'est un danger réel pour les travailleurs. C'est super important de la prévenir et de les sensibiliser eux autres à ce qu'eux puissent reconnaître ce genre de signes-là pour mettre une halte à leur travail si c'est nécessaire. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la réponse d'une personne à une contrainte thermique. Le plus important, je dirais que c'est l'acclimatement. Ce qu'on attend par acclimatement, c'est que plus le corps est exposé à la chaleur, plus il va s'adapter à cette chaleur-là. De l'adaptation, mettons, la personne va suer un petit peu plus tôt, sa circulation sanguine va être activée un petit peu plus vite vers la peau pour que la réponse à la contrainte thermique soit plus rapide puis que la personne se sente mieux. L'acclimatement, c'est nécessaire. Si vous prenez quelqu'un qui n'est pas acclimaté et que vous le mettez 8 heures de temps dans un environnement très, très chaud, les chances sont qu'à la fin de sa journée, cette personne-là va ressentir des symptômes des symptômes liés à la contrainte thermique, là, puis même avant la fin de sa journée. Fait qu'un acclimatement, c'est une exposition pendant 2 heures par jour consécutive pendant 5 jours. C'est ce qu'on considère. Fait que quand on est en début de canicule, c'est super important de considérer le fait que ces personnes-là ne devraient pas être exposées à la chaleur dès le départ pendant toute une journée, parce que là, ça risque de créer, le corps n'est pas encore assez habitué, ça risque de créer des symptômes. Il faut vraiment faire attention dans le rythme du travail qu'on a dans ce genre de situation-là. Autre chose qui est à considérer, c'est la forme physique. Je ne parle pas de l'âge ou du sexe de la personne, c'est vraiment, tout dépend de à quel point est-ce que cette personne est en forme. Donc, une personne qui est en forme, ça va lui permettre de s'acclimater plus rapidement. Fait que c'est sûr qu'une personne plus en forme va pouvoir réagir mieux à la chaleur qu'une personne qui l'est moins. Donc, c'est quand même un facteur qu'il faut prendre en considération dans les attributions de tâches, mettons. Et finalement, il y en a plein d'autres facteurs, là, mais l'hydratation, c'est de remplacer les fluides du corps pour permettre au corps de se refroidir, puis pour éviter la déshydratation, parce que quand on sue beaucoup, bien forcément, on perd de l'eau, c'est important de le remplacer. D'autres facteurs, ça pourrait aller avec la médicamentation. Il y en a qui empêchent, qui font en sorte que la personne est réponde moins à la climat. Fait que ça, c'était à propos des effets sur la santé. Donc, qu'est-ce que la contrainte thermique?
c'est le déséquilibre du corps. Non, ça veut vraiment pas ça. J'ai de la misère avec les slides, je suis vraiment désolée. Donc, la contrainte thermique, c'est la chaleur, le gain de chaleur du corps qui est imposé et la réponse de la personne à ce gain-là. Ça va switcher. OK. C'est ça. Et, et ça peut entraîner des effets sur la santé qu'on veut essayer de prévenir. Là, ici, je vais vous montrer juste quelques exemples d'où est-ce que les contraintes thermiques peuvent survenir. On a souvent en tête le fait que la façon qu'on a présenté le webinaire, c'est pour prévenir les grandes vagues de chaleur qui s'en viennent. Fait que c'est sûr qu'on a le travail extérieur en tête, mais il faut toujours garder en tête que les contraintes thermiques peuvent être à l'intérieur aussi. Ça dépend du type d'environnement dans lequel les gens vont être. Du type de procédé, mais ça peut aussi être, même si un environnement intérieur n'a pas de source de chaleur en soi, bien, durant une canicule, un environnement intérieur qui n'a pas de ventilation mécanique, pas de climatisation et qui a une mauvaise circulation de l'air, bien, peut créer une contrainte thermique aussi. Si la chaleur va s'accumuler à l'intérieur aussi et si les personnes font des efforts physiques intenses pendant ce temps-là, mais ça peut créer une situation de contrainte thermique, même si on n'a pas le soleil qui tape directement dessus. Fait que juste à garder en tête. Dans les environnements chauds possibles, on a tout ce qui est fonderie, aluminerie, etc. Donc, le but, c'est d'avoir de la matière en fusion, du verre, des métaux qui vont qui vont être une énorme source de chaleur. Donc, ça, c'est des environnements dans lesquels les contraintes thermiques sont réglementées, sont surveillées à longueur d'année. Il y a quand même beaucoup d'usines qui n'ont pas forcément l'usine au complet, qui est dans un état de contrainte thermique, mais certains procédés. Comme ce qu'on voit à gauche, ça, c'est le procédé d'extrusion. C'est essentiellement faire fondre du plastique. Fait que ça, ce procédé-là va créer de la chaleur autour de l'extrudeuse. Donc, n'importe qui est proche peut être en situation de contrainte thermique. Au milieu, on voit des fours. Ça arrive dans beaucoup d'usines d'assemblage. Et n'importe où qu'il y a du soudage qui va se faire, mais le soudage, c'est une source de chaleur, donc c'est souvent assez bien contrôlé, mais dans un environnement très chaud, peut devenir quand même une source de contrainte thermique. Au niveau des domaines de construction, rénovation, démolition, bien là, les environnements chauds, on a souvent, c'est lié à du travail extérieur, donc l'idée qu'on entre dans des canicules, des vagues de chaleur, le soleil et tout ça peut devenir une source de contrainte thermique. Mais sinon, tout ce qui est travaux d'asphalte, travaux de toit, mais ça, la source de chaleur provient du fait qu'on utilise des matériaux qui sont très chauds eux-mêmes en plus. Fait qu'à faire bien attention. On va aussi penser à l'industrie de l'hôtellerie. Tout ce qui est cuisine, donc des cuisiniers qui commencent à brasser une poêle avec une grosse flamme, bien, à un moment donné, si la cuisine n'est pas bien climatisée, ça peut devenir quelque chose de très contraignant pour ces personnes-là. La même chose pour les buanderies. Buanderies qui ont beaucoup de sécheuses, buanderies industrielles ou d'hôtels, quand il y en a 20 sécheuses qui vont fonctionner en même temps, ça peut être quand même assez beaucoup de chaleur. Puis dans les deux cas, on a le concept qu'il y a l'humidité relative, il faut être très élevé dans l'air aussi. Puis on avait dit tantôt que c'était quand même un facteur à considérer, l'humidité, parce que ça peut nuire à l'évacuation de la chaleur pour la personne. Puis aussi penser aux brigades d'urgence. À gauche, c'est des pompiers, fait que ça, c'est ceux qui font face à des incendies et tout. C'est un cas de contrainte thermique. À droite, c'est pas lié à une source de chaleur, c'est vraiment lié à l'habillement. Ce genre de sautes-là, les petits sautes de poussins comme ça, c'est complètement imperméable à ce que des vapeurs ou des liquides soient en contact vers la personne, mais le problème, c'est que ça les empêche de rentrer, mais ça les empêche de sortir aussi. Fait que la sueur va avoir énormément, l'humidité relative dans ces soutes-là va s'accumuler très vite et la sueur va être stoppée. Fait que faire encore une fois très attention. Il y a plein d'autres domaines qu'on va en retrouver à l'extérieur, et etc. Donc,
On va continuer la présentation. Fait que contraintes thermiques, des environnements chauds, garder en tête l'extérieur, mais aussi ce qui est à l'intérieur, parce qu'en canicule, quand on a une mauvaise circulation de l'air, ça peut toujours être un gros facteur. Et maintenant, fait que quand on sait qu'on a une situation possible de contrainte thermique, qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce que l'employeur doit faire? Première chose, là, je ne vous l'étends pas ici en détail, mais il y a la loi sur la santé et sécurité du travail, la LSST, qui en gros dit que c'est l'employeur qui a la responsabilité d'identifier les situations à risque et de venir contrôler ces risques-là pour garantir la santé et la sécurité de ses travailleurs. Fait que ça va s'appliquer pour les contraintes thermiques aussi. On a vraiment de la misère à changer. On a le règlement RSST, Règlement sur la santé et sécurité du travail. Lui a une petite section, la section 13, qui est vraiment dédiée au... à l'annexe 5, qui est un annexe quand même assez élaboré. En gros, ce que la section 13 du RSST nous demande de faire, c'est d'aller mesurer un indice de contrainte thermique. C'est une section qui a établi des limites d'exposition, des valeurs limites admissibles, donc vraiment des seuils de température qu'on ne doit pas dépasser en fonction de la charge de travail que la personne a. Fait que ça tient compte du fait que la chaleur vient de l'extérieur, mais peut venir aussi du corps. Fait que dans le fond, le RSST nous demande à ce que l'indice de contrainte thermique soit mesuré pour tout poste de travail où il y a un risque de dépassement de ces valeurs-là. C'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement le savoir d'avance si on est en situation de dépassement ou pas, mais dès qu'on suspecte que peut-être que ça peut arriver, à ce moment-là, il faut qu'on fasse une mesure pour voir si on a besoin de prendre des mesures de contrôle ou des mesures correctives. Les articles demandent à ce que cette mesure-là soit faite au moins 2 fois par année, dont 1 fois pendant l'été, parce qu'on veut tenir compte des grandes chaleurs. Et il y a aussi une exigence que ce soit fait à l'aide de la méthode WBGT. Donc, c'est fait avec un instrument qu'on appelle un thermomètre à globe à boule humide, que j'ai illustré ici à droite. Je vais vous le présenter encore tantôt. Ou c'est WBGT en anglais, c'est Wet Bulb Globe Temperature. Fait que c'est vraiment un instrument pour tenir compte des différents types de paramètres qui sont liés avec la température et l'effet de l'ambiance chaude. C'est donc, bref, dans un milieu de travail où on s'attend à ce qu'il y ait un dépassement possible de limite, ou en tout cas, à ce qu'il y ait une situation de contrainte thermique possible pour une personne, à ce moment-là, on doit le mesurer pour vérifier si oui ou non c'est un risque pour cette personne-là et qu'est-ce qu'on a besoin, et si c'en est un, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour aller plus loin. Il y a le RSST va aussi demander à ce que si justement on dépasse notre indice de contrainte thermique qu'on a mesuré dépasse les valeurs limites, à ce moment-là, il y a des mesures à mettre en place. On va avoir des mesures médicales, la surveillance médicale, mettre en place des douches pour que les personnes puissent se refroidir, mais aussi se nettoyer, parce qu'à un moment donné, suer, ça finit par faire un certain effet sur la peau, et aussi obligé à mettre de l'eau à la disposition des travailleurs. L'autre chose, c'est qu'on a les mesures médicales et on a aussi des mesures de contrôle à mettre en place. Ça, je vais en parler plus loin dans la présentation. Mais c'est des mesures d'ingénierie, des mesures administratives. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire autant que possible la situation, la source de chaleur ou les autres paramètres qui font en sorte qu'on est dans une situation de contrainte thermique. On a l'annexe 5, qui lui établit les valeurs limites que je vous parlais tantôt. Ces valeurs-là, je vais vous les présenter plus tard dans le PowerPoint quand on va être rendu à l'étape d'évaluation. L'annexe aussi présente la méthode du calcul de l'indice de température et les critères pour faire l'évaluation de la charge de travail. On a besoin de mesurer l'environnement. On a aussi besoin de mesurer ou de connaître la charge de travail pour bien établir c'est quoi le gain de chaleur de la personne. Et aussi, l'annexe 5 nous aide à faire le calcul d'un régime alternance travail-repos. Donc, faire en sorte que la personne puisse avoir des pauses pour se refroidir au milieu du travail qui est en contrainte thermique. Pour ce qui est du Code de sécurité de travaux de construction, lui, il est plus vague sur les contraintes thermiques. Donc, il n'y a pas d'articles qui sont spécifiques à ça.
vraiment, en tant que tel, il réfère au RSST. Il y a 2 articles qui demandent à ce qu'il y ait un vestiaire et des douches à disposition des travailleurs quand il y a un risque de dépassement des limites de l'annexe 5 du RSST. Autrement, il n'y a pas d'autre, il n'y a rien d'autre qui est inclus pour les contraintes thermiques dans le CSTC, mais en soi, le RSST est tout aussi applicable dans un chantier de construction que dans d'autres milieux de travail au Québec, fait que de toute façon, l'indice de contrainte thermique est à faire, est à calculer. Quelqu'un qui parle d'un problème de son, est-ce que tout le monde entend bien? Didier, est-ce que toi, tu m'entends bien? Le micro a coupé à 2 reprises de mon côté, peut-être pendant 2-3 secondes, là. Ça a commencé OK. dernièrement, mais ça semble pas être trop long, mais j'avoue que de mon côté, en tout cas, j'ai eu 2 pertes de son, mais très brèves, là, mais donc ça OK. se peut, je ne J'espère sais que pas ça c'est va. quoi ou désolé. Bon. On va continuer. J'espère que que ça va être correct pour tout le monde et que vous ne m'avez pas trop perdu. Fait que, il nous reste à peu près 15-20 minutes pour terminer tout ça. Ben, c'est un peu plus rapide, mais le gros de la présentation, c'est surtout sur la sensibilisation pour reconnaître une contrainte thermique. Donc, maintenant, on sait qu'on a une situation de contrainte thermique, on sait qu'on a des indices, des valeurs limites à respecter. Fait que comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est en dessous ou au-dessus de ces valeurs limites-là? On va aller faire ce qu'on appelle une évaluation WBGT. Donc, fait que cette évaluation-là, c'est la première étape à suivre, en fait, ça va être de savoir qui est-ce que j'ai besoin de mesurer. Parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui sont exposés aux contraintes thermiques. Là, si j'entre dans une usine, je ne vais pas essayer d'évaluer tout le monde, mais il faut essayer d'aller prioriser quand même qui vraiment qui a le plus de risques là-dedans et qu'on va vouloir adresser le plus rapidement possible. Fait que dans un cas, dans une situation de travail, on va aller voir où est-ce que sont nos zones chaudes. Fait que si les sources de chaleur sont à l'intérieur, un four, une extrudeuse, un moule de métal en fusion et tout ça. Donc, c'est vraiment d'aller identifier sont où les sources de chaleur, donc l'environnement qui est chaud, où est-ce qu'il peut survenir le plus. Si c'est dans le cas du travail extérieur, mais qu'on est en situation de canicule, mais à ce moment-là, il n'y a pas... il n'y a pas une source de chaleur, c'est l'environnement extérieur en général, mais à ce moment-là, ce qu'on va pouvoir aller regarder, par contre, c'est quelles tâches vont demander le plus d'efforts. Parce que l'environnement est important, la charge de travail l'est aussi, ça crée de la chaleur pour la personne. Fait que si j'ai 20 personnes qui sont à l'extérieur, est-ce qu'il y en a là-dedans qui vont aller faire plus d'efforts que celui qui surveille un chantier en position debout versus l'autre qui est en train de pelleter, de forcer à 2 bras pour pelleter, bien, celui qui pelle, lui, ça va probablement être plus prioritaire de vérifier c'est quoi son indice de contrainte thermique pour s'assurer qu'il prend suffisamment de pause au travers de son travail. Fait que vraiment, on entre dans le milieu de travail, on se pose la question, sont mes zones chaudes et donc où mon ambiance thermique qui est chaude et quelles tâches qui vont être les plus à risque. On peut aussi aller se fier, si jamais il y en a déjà, on ne le souhaite pas, mais si certains travailleurs montrent déjà des signes qui sont liés à un stress thermique, à ce moment-là, c'est vraiment important d'aller l'évaluer le plus rapidement possible. Fait que c'est sûr qu'autant que possible, on ne se rend pas à ce point-là, mais si ça arrive, bien, il faut bien le reconnaître puis prendre des actions très, très rapidement. Donc, si on a des travailleurs qui montrent déjà des symptômes, des signes de contrainte thermique, quelqu'un qui sue énormément, c'est pas pas tout à fait normal non plus, ou quelqu'un qui a des comportements, un comportement qui est erratique, ou vraiment que ça paraît que la personne est vraiment très fatiguée, à ce moment-là, c'est des signes qu'il y a peut-être une contrainte thermique là et qu'il faut l'évaluer dès que possible. Ensuite, fait que là, qui on va évaluer, ça dépend des zones chaudes, ça dépend de l'effort physique, puis de où est-ce que les symptômes sont apparus s'il y en a. Où est-ce qu'on va l'évaluer? Bien, le but d'une évaluation, c'est d'être le plus représentatif possible des conditions dans lesquelles la personne travaille. Fait que si j'ai un travailleur le plus proche possible,
pour refléter la température que cette personne-là va aller ressentir. Aller le vérifier aussi, parce que si la zone de repos n'est pas suffisamment fraîche, ben peut-être que les temps de repos, va falloir qu'ils soient plus longs aussi. Fait que ça va être à considérer. Maintenant, le comment. Là, je te perds beaucoup, là. Je sais pas si. Est-ce que c'est tout le monde qui a le problème de son ou c'est peut-être juste certains postes ou. Vas-y donc, Annick. Moi, j'ai le même problème. OK, C'est là, est-ce que vous correct. m'entendez? Là, oui. OK. On t'entend, mais des fois, on te perd. Là, Ouais. c'est arrivé Non, mais 3 là, fois successivement, puis je suis- plus longtemps, comme. OK, je suis vraiment désolée. Là, je viens de changer de micro. J'étais dans le micro de la caméra, je viens de changer pour mon portable. Fait que je vais espérer que ça va fonctionner. Fait que là, vous m'entendez en ce moment. Oui. OK! Je suis vraiment désolée, hein, c'est quelque chose. Donc, OK, on va continuer. Si jamais ça se représente, faites-moi un signe. Est-ce que vous en avez manqué beaucoup, en fait? Tu reviens, écoute, c'est la slide que tu étais avant, là, après celle-là, là. C'est-tu avant ou après? Ben après Ouais, ça avant ici. celle-là, ouais. Non, Donc, c'est fait qu'on celle-ci peut-être, la reprendre OK. peut-être, là, Donc, pour être sûr que. on a eu le qui. Je vais cibler ceux qui sont dans un environnement chaud et ceux qui font que leur corps va produire plus de chaleur, qui font plus d'efforts physiques. Maintenant, le où, c'est tout simplement d'aller faire ma mesure avec l'appareil que je t'ai montré tantôt, dans un endroit qui est le plus représentatif possible des conditions dans lesquelles la personne va travailler. Fait que si elle est devant un four, ben, je ne vais pas faire la mesure 10 mètres derrière cette personne-là. Il va falloir que je la fasse le plus proche possible pour représenter ce que la personne a une chance de ressentir vraiment. Il y a aussi que le lieu de récupération, il va falloir qu'on l'analyse aussi, parce que plus le but de la récupération du lieu de repos, c'est qu'il soit suffisamment frais. Et si la température dans le lieu de repos, mettons, à l'ombre d'un arbre, ben, c'est quand même assez chaud. À ce moment-là, les temps de pause, la récupération va être plus longue. Il va falloir qu'on prévoie des temps de pause plus grands. Fait que c'est important d'aller mesurer l'environnement de travail, mais aussi l'environnement de pause. Sur le comment maintenant, ben la méthode WBGT du RSST tient en compte 2 facteurs. Je vais finir par changer de slide. L'environnement de travail, la charge de travail, comme je n'arrête pas de répéter. Donc, l'environnement de travail, ça, c'est vraiment avec notre appareil que je vous montrais tantôt, le WBGT. L'environnement de travail, il ne suffit normalement pas de juste prendre un petit thermomètre, de dire, OK, il fait 30 degrés, on est en dessous, c'est correct. Non, c'est vraiment d'aller considérer pas juste la température, mais qu'est-ce que la personne va ressentir? Est-ce qu'il y a des facteurs qui font en sorte que sa sueur va moins s'évacuer ou que l'échange entre son corps et l'air va être moins bon? Fait qu'il faut tenir compte de l'humidité, il faut tenir compte de la vitesse de l'air, il faut tenir compte du rayonnement. Fait que c'est pour ça qu'on a cette espèce d'appareil-là qui a l'air extraterrestre avec toutes ces bulles, mais c'est quand même ce qui nous permet d'avoir la mesure la plus précise. Fait qu'on va aller faire une mesure avec ça pour l'environnement de travail. Et on va aussi aller considérer la charge de travail. Les valeurs admissibles du RSST dépendent du travail, de la charge de travail de la personne. Donc, est-ce que c'est une charge de travail qui est légère, qui est modérée ou qui est lourde? Plus on fait des efforts, plus c'est lourd, plus la température interne du corps va augmenter en plus de la température externe. Fait qu'à ce moment-là, plus la contrainte thermique va être forte sur la personne. Fait que l'idée de la charge de travail, on ne peut pas vraiment la mesurer, à moins d'avoir une équipe médicale qui peut mesurer le rythme cardiaque et tout ça, là, ce qu'on n'a souvent pas avec nous. Fait qu'à ce moment-là, c'est avec des observations détaillées qu'on va le faire. La personne, est-ce qu'elle utilise un bras, 2 bras, est-ce qu'elle est penchée, est-ce qu'elle est debout? Donc, tu sais, vraiment, il y a des indications dans le RSST et d'autres outils aussi qui vont aller nous aider à évaluer dans quelle catégorie de travail on se trouve selon les mouvements et la position que la personne va avoir. Tout ça va nous mener à comparer avec les valeurs du RSST. Dans le RSST, c'est la courbe à droite qui est présentée. Donc, l'idée, c'est toujours d'être en dessous de ces courbes-là. Je ne présente pas tout ça en détail aujourd'hui parce que ce n'est pas ça le but non plus, là, juste pour vous montrer comme quoi il y a des valeurs qui existent et ils dépendent du type de travail. Fait que ça, une fois qu'on a calculé notre indice de contrainte thermique, on va pouvoir comparer avec ça.
Il existe une méthode alternative que la CNSST a mis en place. C'est vraiment dans le but de faciliter l'évaluation quand la personne, quand l'employeur n'a pas forcément accès très rapidement à un WBGT. À ce moment-là, il y a toujours possibilité de faire une méthode qui est dite qualitative. Donc, c'est vraiment d'aller prendre un thermohygromètre ou les données météo de, mettons, Environnement Canada et d'aller d'aller calculer une température de l'air corrigée en fonction de l'humidité. Fait que c'est un peu comme le facteur humidex, finalement, là. C'est ce qu'on appelle la température de l'air corrigée ou la méthode TAC. Fait que ça, c'est une méthode qui est moins précise, mais qui est plus rapide à obtenir quand on veut une réponse très, très, très rapidement. C'est sûr que dans un monde idéal, les conclusions de ce genre d'évaluation-là, on aimerait ça confirmer ça avec une mesure WBGT pour être vraiment plus précis. Mais rapidement, cette méthode-là permet quand même d'agir, de pouvoir adapter la journée en conséquence de la température et de l'humidité qu'il fait. Ça va aussi tenir compte de l'habillement et de l'ensoleillement. Fait qu'une fois que j'ai calculé mon indice et que je vois que je suis au-delà des valeurs limites permises, qu'est-ce que je peux faire? Là, je vous présente ici plus les mesures de contrôle qui sont demandées dans le RSST tiennent un peu plus compte de postes de travail qui seraient fixes. Donc, on parle dans des usines, dans des places qui ont des procédés qui sont vraiment fixes, un four, une extrudeuse, etc. C'est peut-être un peu moins applicable dans des chantiers, mettons. Mais pour les chantiers, on va en parler un petit peu plus tard, rapidement. Fait que la première chose qu'on peut faire pour contrôler la contrainte thermique, c'est d'aller réduire la chaleur à la source. Donc, j'ai un procédé qui émet de la chaleur. Premièrement, est-ce que je suis capable de changer mon procédé? Est-ce que je peux le remplacer pour de quoi qui émet pas de chaleur ou qui en produit moins? Des fois, la réponse est non, mais ça serait la première chose à essayer. Sinon, est-ce qu'on est capable d'isoler ce procédé-là, le mettre dans un local fermé ou de mettre un écran entre le procédé et le travailleur, qui fait en sorte des écrans spéciaux là, qui sont faits pour refléter la chaleur, faire en sorte que ça ne traverse pas ou moins vers le travailleur. Fait que c'est une des solutions possibles. C'est sûr qu'il faut toujours faire attention parce que des fois, enfermer un procédé qui est chaud dans un local chaud, ben, ça peut créer une situation où la chaleur devient problématique pour le procédé lui-même. Mais ça, c'est aux ingénieurs à le déterminer. Sinon, les autres choses qu'on peut faire, on peut jouer avec l'humidité de l'air. Comme on disait, c'était humidité relative élevée, fait en sorte qu'on évacue moins la sueur, donc que notre contrainte thermique augmente. Fait qu'on peut réduire l'humidité ambiante, on peut augmenter la circulation d'air pour favoriser l'échange de chaleur entre le corps et l'air aussi, ou on peut carrément évacuer l'air chaud. Donc, mettons, à voir si on a un four, ben, on peut mettre un système de ventilation à la source qui fait en sorte que l'air chaud est redirigé vers l'extérieur au lieu de se dissiper dans le reste de l'usine. L'autre chose qu'on peut faire, c'est d'aller réduire l'effort du travailleur, parce que la chaleur interne est quand même assez importante comme facteur. Fait que, est-ce qu'on a possibilité d'automatiser des tâches ou d'utiliser des outils qui font en sorte que la personne fait moins d'efforts, donc a moins chaud? Et finalement, l'autre chose qui est à faire dans les mesures d'ingénierie, ça serait de s'assurer de créer des zones de refroidissement. Donc, soit des endroits qui sont climatisés, mettons pour un opérateur d'une machine s'il y a un poste fixe, ou sinon de s'assurer qu'à des endroits bien accessibles, on a des aires de repos qui sont fraîches, qui ont de l'eau dedans, qui permettent aux travailleurs de se reposer entre deux tâches ou pendant une tâche. On peut faire aussi des mesures administratives. En gros, ces mesures-là, leur objectif, c'est de réduire la durée d'exposition du travailleur à la chaleur. Donc, on va aller jouer sur le rythme de travail, avoir plus de pauses. J'ai remis l'image de l'IRSST ici parce que je trouvais que le discours de ces personnes-là est vraiment très intéressant. En fait, qui est très inadéquat, en fait. Fait qu'un qui dit « Ah, je me sens pas bien, je commence à sentir des vertiges, des étourdissements », premier signe de contrainte thermique. Et l'autre qui dit non, 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 on n'a pas le temps de prendre de pause, continue. Ça, première erreur aussi. Donc, si on a un des signes de contrainte thermique qui commence à apparaître, ben à ce moment-là, le rythme de travail, il va falloir qu'on le change. Il va falloir que cette personne-là puisse avoir l'occasion de prendre ses pauses dans des endroits qui sont suffisamment frais pour que sa température interne puisse diminuer. Fait que c'est de voir à la planification des travaux en fonction d'avoir plus de pauses, en fonction aussi des périodes qui sont plus fraîches. Est-ce qu'on est capable de revoir l'horaire des travaux
dans des moments où c'est moins chaud, tôt le matin, un peu plus tard le soir. Je sais que c'est pas toujours possible, mais il faut au moins essayer de voir si c'est possible. Sinon, faire un horaire d'alternance travail-repos, ben, comme je c'est vraiment d'aller prendre des pauses quand c'est le temps, puis de manière régulière. Souvent, les alternances travail-repos dans les RSST sont basées sur des périodes de 1 heure ou 2 heures. Donc, mettons de dire, OK, à toutes les heures, à chaque heure, tu peux avoir 45 minutes de travail, 15 minutes de repos. Ou 50 minutes de travail, 10 minutes de repos, ou peu importe, ça dépend à quel point est-ce que la contrainte thermique est importante. Sinon, est-ce qu'on peut faire des rotations de tâches? Donc, les tâches qui sont les plus à risque de contrainte thermique, est-ce qu'on peut faire des rotations pour que chaque personne ait moins de temps à la chaleur? Fait que ça, c'était plus pour des endroits qui sont fixes, mais ce qui est important aussi, parce que là, on arrive dans les périodes de grande chaleur, on risque d'avoir plus des travaux extérieurs à ce moment-là, ou même intérieurs, comme je disais, comme quand c'est un endroit qui est moins bien ventilé, la contrainte thermique peut être présente même si le soleil n'est pas direct dessus, là. Donc, c'est vraiment, tout va commencer par la planification du projet. On le sait qu'à l'été au Québec, il y en a des vagues de chaleur. Fait qu'il il est jamais trop tôt pour commencer à faire des mesures avec ça, pour le prévoir d'avance. Comme ça, on ne se retrouve pas le bec à l'eau, toute surprise quand le temps est venu. Fait que pour vraiment assurer une bonne prévention avec la contrainte thermique, c'est vraiment important de le faire dès le début du projet, avant même qu'il soit commencé, en fait. Fait qu'en prévision des grandes chaleurs, ben, le meilleur moyen de prévention, c'est de bien planifier, c'est d'être prêt. Ça devrait inclure tout d'abord un plan de travail qui est en fonction de la température. Fait que si on le sait qu'il y a une très grosse canicule qui s'en vient, bien, premièrement, est-ce que les travaux peuvent être reportés? Est-ce qu'on peut faire en sorte que ça arrive dans des temps qui sont dans une période qui est moins chaude? Je le sais encore une fois que c'est pas toujours possible, mais il faut au moins commencer à le considérer. Faut s'assurer que les travailleurs ont un acclimatement à la chaleur. Si on est en début de canicule, ben, les travailleurs, on peut pas les faire forcer pendant 8 heures de temps, 12 heures, 10 heures, à la chaleur en se disant qu'ils vont être corrects. S'ils ne sont pas acclimatés, les risques de contrainte thermique sont de loin plus élevés pour ces personnes-là. D'ailleurs, on n'a pas ça au Québec, mais la réglementation américaine, la CGIH, pour ceux qui la connaissent, eux, ils ont 2 normes différentes. Ils ont les normes pour les travailleurs acclimatés et des limites d'action pour les travailleurs qui ne le sont pas, qui sont vraiment plus basses que celles pour les travailleurs acclimatés. Fait que c'est quand même de dire comme quoi l'acclimatement, c'est un facteur qui est important. Les limites du RSST tiennent compte des travailleurs qui sont déjà acclimatés. Fait que vraiment s'assurer que ceux qui ne sont pas habitués à la chaleur, qu'il y ait l'occasion de faire que leur exposition à la chaleur soit moins longue les premières journées pour que leur corps puisse commencer à s'habituer. Comme je disais tantôt, planification des tâches qui demandent le plus d'efforts physiques dans des moments où c'est le plus frais, tôt le matin, le soir, la nuit, si jamais c'est nécessaire. S'assurer d'avoir notre alternance travail-repos, que ce soit calculé d'avance ou que ce soit adapté à mesure que la contrainte, que le temps chaud arrive. Donc, ça se peut, mettons, qu'en début de journée, on est frais, on n'a pas besoin de prendre autant de pauses, mais rendu à 1 heure l'après-midi, bien là, nos temps de pause, il faut que ce soit plus grand parce que la chaleur, on a augmenté de 5 degrés dans la journée, ça change de quoi pour la personne? De s'assurer d'aménager des zones de repos, des zones de refroidissement et d'établir une procédure d'urgence. Si j'ai quelqu'un qui commence à ressentir des symptômes, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai des personnes qui sont habilitées à l'aider d'un point de vue médical? Est-ce que j'ai des endroits qui sont prévus pour que cette personne-là puisse se reposer correctement? Et etc. Donc, fait qu'on a un plan de travail. On a s'assurer aussi d'avoir tout le matériel en main pour prévenir les contraintes thermiques. Fait que l'achat de matériel et d'équipement d'avance fait en sorte qu'après ça, on peut mieux réagir à une situation de vague de chaleur. Il faut s'assurer d'avoir une quantité d'eau suffisante pour le nombre d'employés et il faut s'assurer que cette eau-là soit fraîche pour qu'elle puisse vraiment aider la personne à réguler la température de son corps. On a la chaleur extérieure, on a l'effort physique, on sue beaucoup, ça mène à une déshydratation, ça mène à des symptômes et le remplacement de fluide fait en sorte qu'on peut se refroidir aussi. La recommandation, c'est d'aller boire des petites quantités de liquide
régulièrement. Donc, mettons, entre 150 à 250 millilitres à tous les 15 minutes et de ne jamais attendre d'avoir soif. Juste comme ça, petit calcul de même, 250 millilitres à toutes les 15 minutes, c'est à peu près 8 litres. Fait que dans sa journée de 8 heures, il y a un travailleur exposé à la chaleur qui pourrait avoir besoin de boire jusqu'à 8 litres d'eau. Si on a 20 employés, ben, regardez la quantité d'eau qui est nécessaire d'avoir à la disposition de ces employés-là. Fait que ça fait partie de la planification. Si on manque d'eau et que l'employé n'est pas capable de boire, à ce moment-là, on va vraiment se retrouver en situation potentiellement dangereuse pour ces personnes-là. Dans les achats de matériel, bon, s'assure de prévoir des abris pour les pauses à l'extérieur. Donc, si on n'a pas un endroit climatisé où avoir la pause, ben, ça va prendre au minimum quelque chose un endroit qui est à l'ombre. Fait que si on n'a pas d'ombre aux alentours du chantier, ça va être super important d'avoir des abris qui vont pouvoir permettre ça. Si jamais on peut voir l'achat de ventilateurs pour favoriser la circulation de l'air, plus si on est à l'intérieur. S'assurer d'avoir tout le matériel de premiers soins qui est nécessaire et qui est à proximité des zones qui sont potentiellement problématiques. Peut être aussi de planifier d'avance les vêtements de travail qui sont adaptés à la chaleur, donc des vêtements qui sont clairs, qui sont amples, qui sont légers. Dans le cas d'une charge de travail qui est très, très lourde, il peut même avoir d'autres types de vêtements qui favorisent l'évacuation de la sueur par le corps. Que ça, c'est des vêtements très, très spécialisés. Là. Je n'en parlerai pas nécessairement dans le PowerPoint ici. Autre point super important et à planifier d'avance, c'est la formation des travailleurs et des superviseurs, de n'importe qui peuvent les aider dans leurs tâches. Là. Fait que l'idée, c'est de sensibiliser ces personnes-là sur les risques d'une contrainte thermique de chaleur et les signes à surveiller. Fait que les travailleurs, pour qu'ils puissent le reconnaître eux-mêmes puis ne pas avoir peur de lever un flag, et les superviseurs pour qu'ils, si jamais ils voient quelqu'un qui semble être en détresse, qui semble présenter des signes de contrainte thermique, ben à ce moment-là, qu'eux-mêmes leur disent « Hey, toi, va prendre ta pause maintenant. » Fait que s'assurer que les travailleurs sont bien formés, qu'ils ont été sensibilisés sur le fait de « Hey, il faut boire de l'eau à toutes les heures, il faut que tu te reposes à tant de minutes par heure, etc. » Fait que ça, les gens, ils ne le savent pas par défaut, c'est des procédures qui sont à mettre en place et qu'on doit leur rappeler de les faire. Et aussi d'avoir des gens qui sont formés sur quelle procédure qui est à suivre si on a quelqu'un qui a un malaise de contrainte thermique. Et finalement, de prévoir un contrôle périodique de la température, donc soit l'indice WBGT si on a accès à cet appareil-là, ou minimalement l'indice TAC pour toutes les tâches des travailleurs exposés à la chaleur. Et de s'assurer que ce contrôle-là, il est fait à différents moments de la journée. Comme je disais, à mesure que la journée avance, souvent la température ambiante va augmenter aussi. Fait que ça se peut que l'alternance travail-repos qu'on a le matin soit plus bon en après-midi et qu'on a besoin de le changer. Fait que vraiment d'aller s'assurer que ça, c'est surveillé et que c'est bien compris par ceux qui surveillent. Donc, c'est ça, j'ai débordé un petit peu, mais on est en dedans de l'heure. Donc, avez-vous des questions? Pour les questions, allez-y, vous pouvez activer votre micro et puis y aller directement, ça va être plus simple. Question une fois, question deux fois, pas de question. Ah oui, une question, allez-y. C'est pas une question que juste une petite affirmation parce que c'est quelque chose que on se fait souvent demander à la CNSST. Le fait de voir là, les volumes qui sont déterminés dans l'outil de la CNSST, là, qui dit de parler un verre d'eau 15 minutes, 20 minutes, 10 minutes, c'est applicable si on prend des courtes périodes. Boire 8 litres d'eau dans la journée, c'est peut-être un peu intense. Hein. On considère qu'un humain boit entre 2 et 4 litres d'eau. Puis en haut de ça, on peut avoir des déséquilibres ioniques. Fait que juste faire attention qu'à un certain moment, ça se peut que le travailleur ait besoin de ralentir sur la quantité, d'aller plus vers, là, on disait, les plus petits volumes là, pour compenser parce qu'il reste quand même une certaine part d'hydratation. Fait que c'est pas on remplit d'eau jusqu'à la fin de la journée là, parce que vous risquez d'avoir d'autres problèmes que le coup de chaleur. C'était juste un petit commentaire là-dessus. Là.
Non, merci beaucoup. Effectivement. Puis je parlais beaucoup d'eau pour remplacer les fluides, mais avoir donné à la disposition des travailleurs des électrolytes aussi, fait que ça, des liquides qui sont isotoniques ou un sel à rajouter dans l'eau ou quelque chose, ça aiderait justement à maintenir l'équilibre des électrolytes. Fait que merci pour cette intervention-là. Monsieur Duquette, je crois que vous avez une question. Oui, peut-être pour continuer de faire un petit peu de chemin là-dessus, là, puis être un petit peu au goût du jour sur la question de l'hydratation. Moi, j'ai vu des travailleurs s'apporter, par exemple, sur le site, là, un melon d'eau, tu sais, ou des fruits, là. Puis, étrangement, ils s'hydratent avec ça. Un bon melon d'eau peut faire du chemin. Puis, je trouve que c'est une idée originale là, qui apporte en plus des minéraux et toutes sortes de bonnes choses. Ça coûte pas cher. Puis, je trouvais que c'est pas bête, là. Ça nous vient d'autres cultures. Je trouve que c'est une approche qui peut être intéressante de s'apporter des fruits. Non, vraiment, j'ai absolument rien contre ça. C'est excellent. C'est sûr que la présentation était très succincte autant que possible. Une des choses que je n'ai pas mentionné, c'est le fait qu'il y a quand même des types de boissons qui sont à interdire, ben, je dirais pas interdire, là, mais à proscrire autant que possible. Euh, tout ce qui est boisson chaude comme café ou du thé, ben, c'est sûr qu'on vient ajouter de la chaleur au corps. C'est quelque chose qu'on aimerait autant que possible éviter si on le sait que la personne va être en situation de contrainte thermique. Et les boissons très, très sucrées du type boisson énergisante, ça aussi, c'est à éviter. Une grande quantité de sucre peut occasionner certains problèmes quand la personne va suer beaucoup et tout aussi, là. Mais intéressant pour le melon d'eau. Ça, je ne l'avais pas vu encore. On appelle ça le melon d'eau, parce qu'il y a de l'eau. Ah. C'est un bon goût. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, ça veut dire que c'était très clair, ça, Annick. Ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre un terme à ce webinaire. On vous remercie encore une fois d'avoir participé. Je vous enverrai par courriel le lien vers notre chaîne YouTube où l'enregistrement sera déposé. Il sera également disponible à travers notre site Internet. Vous avez reçu mes coordonnées dans le courriel. Là, je vous avais envoyé le lien. Si jamais vous avez des besoins, que ce soit en lien aux contraintes thermiques ou si vous avez besoin de quoi que ce soit en lien à nos services en hygiène industrielle ou toute autre expertise, là, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je pourrais faire le pont avec Annick ou avec nos différentes équipes au besoin. Beaucoup d'entre vous nous connaissez déjà bien et je pense qu'on a déjà collaboré dans le passé, donc n'hésitez pas. Je peux faire le pont entre toutes les régions, tous les services, tous les bureaux. Il n'y a aucun problème. On est là pour vous aider au besoin. Pour les contraintes thermiques, on peut aider avec former les travailleurs, les sensibiliser aux risques à la santé, aider avec les évaluations, autant la charge de travail que le WBGT et tout ça. Alors, Annick, je te remercie. Toujours excellente dans tes présentations. J'espère que les gens ont approuvé. On a eu quelques applaudissements, alors on prend ça pour comme que c'est affirmatif. Et ben, merci à vous. Merci M. Duquette, encore une question? Non, il a présenté un melon d'eau. OK, bon, parfait. Alors, ben, merci à tous. Annick, un grand merci. C'est ce qui met un terme au webinaire. Et puis, comme je disais, je vous envoie un courriel là, pour le lien vers notre chaîne YouTube. Et ben, merci. Passez un bel été. Faites attention aux chaleurs qui arrivent. Et puis, au plaisir de se recroiser ou de se revoir dans des prochains événements. Annick, un grand merci. Merci. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Merci, bonne journée.